Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, le gouvernement princier a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Il a annoncé un nouvel assouplissement des mesures sanitaires en principauté. Nous y reviendrons dans un instant. Alberto Giacometti au cœur de l'exposition estivale du Grimaldi Forum. Qui était l'artiste? Quelles étaient ses influences? Le directeur artistique de l'Institut Giacometti, Christian Allandette, sera avec nous pour en parler. Culture toujours, après New York, Londres ou Hong Kong, la galerie Hauser & Wirth a choisi Monaco pour ouvrir sa toute nouvelle galerie. Laetitia Catoire, en charge de cette installation monégasque, sera également notre invitée. Dans ce journal, nous évoquerons aussi ce don de l'association MIR à la Croix-Rouge monégasque et le récital du pianiste Christian Zacharias. Mais tout d'abord, rejoignons Sandrine Nègre pour détailler les nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement princier aujourd'hui. Bonsoir Sandrine, que faut-il retenir de cette conférence de presse ? Bonsoir Émilie, voici donc ce qui change à compter de samedi. Le couvre-feu passe de 23h à minuit. Il sera en cours jusqu'à 6h du matin. Possibilité pour les restaurants d'accueillir des résidents des Alpes-Maritimes et de la proche Ligurie jusqu'à San Remo. Les tablés passent de 6 à 8, l'espace entre ces tables passe à 1 mètre. Dans les bars et cafés, le service de bar peut être assuré sans limitation horaire, autre que celle qui découle des dispositions légales habituelles. Concernant la vaccination, elle sera désormais possible à partir de 12 ans avec bien sûr autorisation parentale ou du responsable légal. Le télétravail n'est plus obligatoire mais il reste recommandé. Sachez qu'au cours de cette conférence de presse, il a aussi été question du pass sanitaire. Il sera opérationnel début juillet via une application lorsque le dispositif sera disponible dans les mêmes délais que dans les pays de l'Union européenne. La principauté avait anticipé et commencé à y travailler depuis le mois d'avril. Tous les monégasques et les résidents qui souhaitent ce pass pourront en disposer. Tous les détails, Émilie, seront donnés par le gouvernement dans quelques jours. En revanche, Sandrine, qu'est-ce qui ne change pas ? Eh bien, le masque doit toujours être porté, y compris en extérieur. Pas de reprise des saunas, hammams ou jacuzzi. Ces décisions ont été validées par le souverain après une nouvelle réunion du comité mixte gouvernement et conseil national. Nouveau point, Émilie, dans 15 jours. Merci Sandrine. Écoutons à ce propos le ministre d'État Pierre Dartout qui revient sur la philosophie qui a guidé les choix du gouvernement. Ce qui a motivé ce nouvel aménagement, c'est toujours la même ligne en ce qui nous concerne, celle qui est voulue par le souverain, c'est-à-dire un équilibre entre la vigilance et la prudence qui sont toujours nécessaires, et puis aussi l'assouplissement, parce que la situation incontestablement s'est améliorée. Sauf que la bataille n'est pas gagnée. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous avons des raisons d'être vigilants. Il y a malheureusement toujours des cas positifs en principauté, même s'ils sont effectivement beaucoup moins nombreux. On s'inscrit donc dans une démarche qui est celle des marathoniens et non pas celle des sprinteurs. C'est-à-dire qu'on travaille sur le long terme et qu'au fur et à mesure que les événements se produisent, que les situations évoluent, nous pouvons ajuster notre action, nos mesures, mais tout en gardant à l'esprit que nous n'avons pas fini la course et qu'il y a encore des épreuves à passer. Voilà pour ce que nous pouvions dire sur ces nouvelles décisions du gouvernement princier. Retrouvez tous les détails sur nos réseaux sociaux. Cet assouplissement est synonyme de retour à une presque normalité à l'approche de l'été. Les concerts, les expositions reprennent. La programmation est d'ailleurs riche à Monaco, comme par exemple au Grimaldi Forum. Écoutons son directeur général, Sylvie Biancheri. Elle est interviewée par Christine Datomel. Alors c'est une programmation riche que nous avons travaillée déjà depuis quelques mois. 2 grandes expositions, évidemment la grande rétrospective Alberto Giacometti, le plus grand prêt jamais accordé par la Fondation Giacometti à Paris, 230 œuvres, donc vraiment un parcours extraordinaire et une exposition exceptionnelle. Ensuite, une deuxième exposition, celle-là consacrée aux bijoux de la collection de Diane Venet, des bijoux qui donc vont nous permettre de faire, on va dire, une espèce de tour miniature artistique du 20e et du début 21e, puisque l'expo s'intitule Bijoux d'artistes de Calder à Kunz, et effectivement des bijoux qui auront été faits par tous les grands artistes du 20e
Et donc une très jolie promenade dans l'espace Indigo. Et puis des concerts, bien sûr, des ballets, 2 grands concerts. Le 2 juillet, Patrick Bruel, qui est donc, comme nous en sommes très heureux, un des seuls concerts que l'artiste a maintenu. Donc ce sera au Grimaldi Forum le 2 juillet. Julien Clerc, un autre grand artiste français, le 11 septembre, et puis l'Académie de danse fin juin, les ballets de Monte-Carlo. Art Monte-Carlo qui vient au milieu de l'été, et c'est une belle chose pour nous puisque le salon a été décalé pour les raisons de crise sanitaire, mais de ce fait, ça crée véritablement une très belle synergie culturelle avec donc ces 2 expositions produites par le Grimaldi Forum et le salon professionnel Art Monte-Carlo, avec un grand rendez-vous et beaucoup de galeristes très importants qui vont venir en principauté. Ils n'ont pas eu l'occasion d'assister à des salons depuis très longtemps. Donc une programmation très riche et on espère vous accueillir très nombreux. Vous venez de l'entendre, parmi les temps forts de la saison estivale du Grimaldi Forum, on retrouve l'exposition Alberto Giacometti, une rétrospective Le réel merveilleux. Elle est réalisée en collaboration avec la Fondation Giacometti. Sylvie Bancheri le disait d'ailleurs dans son interview, c'est le plus grand prêt accordé par la Fondation depuis sa création. Son directeur artistique est avec nous ce soir pour parler de cet événement qui débutera le 3 juillet prochain au Grimaldi Forum. Bonsoir Christian Alandette. Bonsoir. Il y a de nombreuses expositions sur Alberto Giacometti, mais celle qui sera présentée à Monaco proposera un véritable voyage dans la création de l'artiste. Oui, c'est une très grande rétrospective qui se déploie sur 2500 m² de surface avec 230 œuvres de l'artiste, toutes techniques confondues, sculpture, peinture, dessin, dont certains inédits. Et voilà, c'est une des plus grandes rétrospectives qu'on a organisées ces dernières années. Qu'est-ce qui la différencie justement des autres rétrospectives que vous avez peut-être pu présenter dans d'autres lieux? Alors, cette rétrospective a été conçue sous l'angle du réel merveilleux, cette idée que Giacometti avait de s'émerveiller en fait des objets du quotidien, de simplement ce qu'il avait sous les yeux. Et la volonté de cette exposition était de montrer à la fois les grands chefs-d'œuvre connu de Giacometti, donc le grand sculpteur que tout le monde connaît, mais aussi de montrer des facettes peut-être un peu moins vues de son travail, notamment des peintures, beaucoup de dessins, certains montrés pour la première fois dans cette exposition. Oui, pour résumer, elle va permettre une vue complète de sa création. Voilà, c'est vraiment une grande rétrospective qui commence d'abord de manière chronologique, qui montre les étapes et la manière dont Giacometti peu à peu construit son style qui deviendra si identifiable auprès du grand public. Et puis ensuite, on est plutôt sur des thématiques. Cet artiste obsessionnel, en fait, qui revient toujours sur les mêmes sujets, la représentation d'un visage, le paysage, les figures en marche, comme l'homme qui marche, et dont on montre vraiment une œuvre exceptionnelle puisque c'est le plâtre que Giacometti avait travaillé dans son atelier. Mais donc le plâtre est évidemment exceptionnel puisqu'il est d'une très grande fragilité et ne voyage pas dans toutes les expositions. Alors, il est vrai que l'on retrouve souvent dans les œuvres d'Alberto Giacometti ces visages. Quelles étaient les influences de l'artiste et qui était en fait Alberto Giacometti? Alberto Giacometti, c'est vraiment un artiste qui va traverser l'histoire de la modernité, qui grandit dans une famille d'artistes. Son père est un peintre connu en Suisse, donc il commence à travailler comme son père en reproduisant les membres de sa famille, en dessinant les membres de sa famille. Et puis ensuite, il va vraiment travailler à partir des mêmes modèles régulièrement. Donc Diego, son frère, qui est le tout premier modèle, puisque dans l'exposition, on aura une des premières sculptures que Giacometti fait quand il est encore adolescent, le portrait de son frère Diego. Et jusqu'à la fin de la carrière, donc les dernières salles de l'exposition montrent vraiment une grande série de portraits de Diego. Son épouse aussi était un modèle. Hein. Et bien sûr, voilà, dans les grands modèles, après la guerre, quand il épouse Annette Giacometti, bien sûr, c'est elle qui va poser pour Alberto, et c'est elle qui incarne aussi toutes les figures debout, toutes ces grandes femmes nues qui font aussi partie des grandes icônes de Giacometti, sont faites à partir d'Annette.
Alors, vous mettez à disposition de nombreuses œuvres de l'artiste. Comment s'est déroulée la collaboration entre la Fondation Giacometti et le Grimaldi Forum? En face de nous, on avait une équipe très professionnelle, très méticuleuse, très précise, donc ce qui pour nous est vraiment fondamental. Et puis ensuite, on a un espace qui est formidable, puisque c'est le rêve de n'importe quel commissaire d'exposition d'avoir un grand plateau vierge dans lequel on peut faire une exposition qui se construit sur mesure avec l'architecte de l'exposition, William Châtelain. Et donc là, il y a vraiment eu, non pas comme parfois dans des expositions, dans des musées où on doit adapter les sections aux salles du musée. Là, on part d'une grande feuille blanche et puis on déroule l'exposition et l'architecte construit les salles en fonction des œuvres. Oui, les expositions estivales du Grimaldi Forum sont toujours très attendues. Quel regard portez-vous sur le travail du centre culturel, mais surtout sur la place de la culture à Monaco? Alors justement, on est très fiers d'être au Grimaldi Forum, puisque l'exposition de Giacometti vient s'inscrire dans des grandes expositions monographiques des grands artistes de la modernité. Donc c'est assez exceptionnel effectivement de pouvoir montrer toutes ces œuvres-là dans la principauté de Monaco. Il y a aussi une très grande vitalité, puisque effectivement les musées de Monaco ont une collection aussi extraordinaire et voilà, et cette exposition d'été, je pense que c'est vraiment un rendez-vous incontournable quand on est dans cette région. Un rendez-vous à découvrir à partir du 3 juillet, donc au Grimaldi Forum. Merci infiniment, Christian Alandete, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Et sachez que les préventes pour cette exposition sont déjà disponibles au tarif de 6 € jusqu'au 30 juin. Le printemps est traditionnellement la période où les étudiants partent à la recherche d'un emploi pour la saison estivale. Oui, mais avec la crise sanitaire, est-ce que les offres sont au rendez-vous? Nous nous sommes rendus au service de l'emploi pour en savoir plus sur la situation. Fabien Bonnier a rencontré Emmanuel Cellario-Florio. Je vous propose de l'écouter. On voit que la situation sanitaire a eu un impact sur la préparation des recrutements, notamment pour la saison. Les années précédentes, pré-Covid, on va dire, la saison se préparait dès le mois de février pour être prêt pour le premier événement de la saison qui est le tennis. Mais cette année, on voit que les recrutements se font beaucoup plus tardivement. Notamment, les dernières mesures en vigueur depuis le 31 mai ont eu un fort impact. On est un peu plus sur de la prudence, donc les recrutements se font un petit peu plus en dernière minute. On a des jeunes qui sont inscrits auprès du service de l'emploi. On en a actuellement un peu plus de 75 de Monaco qui sont inscrits. Et on en a déjà 30% qui sont en solution d'insertion pour l'été. Quels sont les secteurs d'emploi qui marchent bien et ceux qui ne marchent pas du tout? Alors, c'est un peu différent des années précédentes, notamment pour le secteur administratif. On a pu avoir les années d'avant des employeurs qui recrutaient des jeunes pour des emplois saisonniers, pour de l'accueil, de l'archivage. Mais là, effectivement, avec les mesures actuelles et le travail à distance qui est obligatoire, typiquement, c'est un secteur qui, actuellement, ne recrute pas. En revanche, on voit que le secteur du commerce, pour des vendeurs saisonniers ou évidemment de l'hôtellerie-restauration, pour des serveurs, des commis, recrute actuellement. Il est donc encore temps de postuler. On rejoint Sandrine Legge pour le reste de l'actualité. On débute, Sandrine, par cet hommage au MCCC. Un hommage, oui, à la baronne Elisabeth Anne de Massy. Une allée porte désormais son nom au Monte Carlo Country Club. Allée, vous le voyez, qui a été inaugurée par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et Mélanie Antoinette de Massy. L'allée mène de l'entrée au cours de tennis. La date n'a pas été choisie au hasard puisque la baronne nous a quittés au mois de juin 2020. Une plaque rappelle ses actions en faveur du tennis. Elle était, je vous le rappelle, notamment présidente du Monte Carlo Country Club. Un mot à présent sur la visite officielle de la présidente de la Géorgie, ici à Monaco. Salomé Zourabashvili était en principauté. Oui, aujourd'hui, elle a été reçue au Palais Princier avec au programme un entretien dans le salon de famille. Audience sans caractère politique. Elle a été reçue sous le format d'une visite privée. La présidente était ensuite invitée ce soir à un dîner au musée océanographique intitulé « À la rencontre des Francs ». À titre de rappel, sachez que des liens entre Monaco et ce pays existent déjà. Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, s'était rendue sur place à l'automne dernier dans le cadre des actions menées par sa fondation.
Et puis enfin, retour sur ce rendez-vous qui a eu lieu au Yacht Club de Monaco. Le Yacht Club a en effet accueilli le déjeuner du gala des femmes leaders mondiales Monaco, déjeuner en présence de son Altesse Sérénissime la princesse Stéphanie, qui en est la présidente d'honneur. Les femmes leaders multiplient les actions responsables et solidaires afin de promouvoir sans cesse la place de la femme. Merci Sandrine. Place à présent à ce don qui vient d'être réalisé par MIR. L'association Sospelloise a offert à la Croix-Rouge monégasque un véhicule médicalisé. Plus de détails dans ce reportage d'Alexandra Pani et Alexandra Marangoni. MIR signifie paix en serbo-croate. L'association a vu le jour à Sospel en 1992. L'objectif du père Patrick Brudzon est de porter assistance aux personnes dans la précarité. Cette nouvelle camionnette, offerte par la Croix-Rouge monégasque, vient donc compléter la flotte des 11 véhicules de l'association, nécessaires pour les maraudes et l'épicerie solidaire. La camionnette est équipée pour fournir des soins médicalisés et dentaires. 30 bénévoles étaient présents pour la remise des clés de cette nouvelle camionnette en présence du prince souverain. Un camion pour organiser des consultations médicales dans la rue. Consultations médicales et dentaires, ça c'est un peu particulier. Voilà, donc nous allons commencer cet été. Les médecins disent que sur 6 patients qu'ils voient dans la rue, il y en a 4 qui ont besoin de soins dentaires absolument urgents. Depuis 10 ans, un bus chapelle offert par le souverain sillonne également les rues niçoises une fois par mois pour proposer la messe aux sans-abri. New York, Londres, Hong Kong et désormais Monaco, la galerie Hauser & Wirth a choisi la principauté pour ouvrir un nouvel espace d'exposition. Espace qui ouvrira ses portes le 19 juin prochain. Laetitia Catoire est en charge de l'installation monégasque. Elle est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déjà présent dans différentes grandes villes à travers le monde. Pourquoi avoir décidé de vous implanter ici à Monaco ? Alors Monaco est apparu comme une destination évidente pour Hauser & Wirth. En effet, depuis les débuts de la galerie, nous avons toujours non seulement ouvert des espaces dans des grandes villes, des métropoles, mais aussi dans des destinations saisonnières. Et nous avons ainsi des galeries dans des cités comme Londres ou New York, mais également des espaces et des centres d'artistes dans la campagne anglaise, dans le Somerset, ou à Saint-Moritz en Suisse. Et Monaco s'inscrit donc dans cette lignée de destinations saisonnières de prestige. Et puis, il ne faut pas oublier que, bien sûr, la Côte d'Azur a toujours été une source d'inspiration et une destination pour les artistes eux-mêmes. Nous avons de nombreux exemples au cours du XXe siècle et nous espérons que cela continuera avec nos artistes. Alors, c'est un bel espace dont vous disposez qui ouvrira ses portes très prochainement. Oui, alors nous ouvrons le 19 juin prochain. Nous sommes dans des espaces absolument magnifiques, juste à côté de la place du Casino, dans le One Monte Carlo. Nous avons la grande chance d'avoir une salle de 300 mètres carrés avec des murs de 9 mètres de haut et un éclairage zénithal qui vont faire le bonheur de nos artistes et des successions d'artistes qui vont travailler avec nous. Alors, Hauser & Wirth est présenté comme étant une méga galerie internationale. Qui se cache derrière ces deux noms ? Derrière les noms de Hauser & Wirth, nous avons Ivan et Manuela Wirth ainsi que Ursula Hauser qui sont les fondateurs de la galerie en 1992. À ce trio s'ajoute en 2000 Marc Payot qui, avec eux, lance les galeries aux États-Unis et qui les dirige aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait sa différence par rapport aux autres galeries ? Est-ce qu'il y a une touche Hauser & Wirth ? La touche Hauser & Wirth, c'est que nous travaillons avec des artistes extraordinaires. Nous représentons plus de 80 artistes et successions d'artistes, mais nous avons aussi une activité de publication et d'édition. Nous organisons des expositions avec des commissaires-priseurs et des historiens de renom, mais nous avons aussi une activité de publication et d'édition depuis les débuts de la galerie, ainsi que toutes sortes d'activités d'éducation. Et nous sommes maintenant également très investis dans tout ce qui est développement durable. Alors, l'univers artistique de Louise Bourgeois a été choisi pour inaugurer les lieux, une exposition intitulée « Maladie de l'amour ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette exposition ? Alors, Louise Bourgeois est une artiste avec laquelle la galerie travaille depuis 1996 et nous éclairons dans cette exposition inaugurale le thème du couple et de la relation à autrui, qui sont des thèmes que Louise a développés tout au long de sa carrière.
et qui vont être illustrés à travers l'exposition par un ensemble de dessins, de sculptures et d'installations. Et en parallèle de l'exposition, nous avons une superbe sculpture monumentale qui va être présentée dans les jardins des Boulingrins avec le thème de l'araignée qui était un hommage à sa mère. Une exposition à découvrir donc à partir du 19 juin prochain. Merci Laetitia Catoire d'avoir été notre invitée. Merci. De la culture, on passe au sport avec vous, Sandrine Nègre. La Roca Team accueille un nouveau joueur pour la fin de saison, Sandrine. L'ASM Basket a annoncé la signature pour la fin de saison de l'intérieur autrichien d'origine slovène, Racid Mahalbazic. Il signe en tant que pigiste médical de Will Yegete, qui ne sera pas en mesure de rejouer cette saison. Racid Mahalbazic est un intérieur solide et complet, doté de bonnes mains et passeur réputé. Et la Roca Team victorieuse en Jeep Elite hier soir. Avec le succès, dans le nord de la France, mercredi soir, en s'imposant face à l'équipe du BCM Gravelines Dunkerque. Score final pour ce match à l'extérieur 74-91. Les Rouges et Blancs ont donc dominé l'équipe des Hauts-de-France sur le parquet du Sportica, grâce notamment à un troisième quart-temps mené en mode turbo. Et restons à Gravelines pour saluer cette très belle performance. Oui, Émilie, c'est là-bas que se déroulent jusqu'au 13 juin les championnats de France au libre. Elisa Pou y participe. Elle a décroché la première place du 10 km dames. Titre remporté après 2 heures 2 minutes et un peu plus de 51 secondes. Nous suivons régulièrement ses performances. Sachez donc que nous vous tiendrons au courant aussi de ses autres courses. Musique à présent avec ce concert de l'Orchestre des Carabiniers du Prince, Sandrine. Sur le toit précisément du lycée Albert Ier, le rendez-vous avait lieu mercredi soir. Objectif, offrir de beaux instants musicaux à tous les invités, mais pas seulement, car l'orchestre cherche aussi à communiquer. Il est en pleine période de recrutement et cherche donc de nouveaux musiciens. Avis à tous les jeunes garçons qui sont en terminale et qui s'apprêtent à passer le bac. Après l'avoir obtenu, une carrière se décide peut-être pour eux au sein de l'orchestre. Enfin, ce concert était aussi caritatif, car au profit du club H2O. Et le compte à rebours est lancé J-8 avant la 60e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. Et avis donc à ces amateurs, puisque les organisateurs font savoir que la fan zone a été exceptionnellement repensée cette année. Des modifications qui poursuivent 2 buts, vous garantir un accès aux barrières et assurer l'ensemble de la sécurité des festivaliers. Vous pouvez dès à présent réserver votre espace via votre compte, sinon toutes les informations sont dévoilées sur le site officiel, le www.tvfestival.com. Le Festival de télévision de Monte-Carlo, un événement que vous pourrez suivre également sur Monaco Info. Musique, après avoir notamment dirigé l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo le 14 février dernier, le pianiste Christian Zacharias était de retour en principauté pour donner un récital de piano à l'Auditorium Régnier 3. José Sacré et Serge Prémont y ont assisté, voyez leur reportage. Le public de l'Auditorium Régnier 3, debout, applaudit à tout rompre le récital de piano que vient de lui offrir le chef d'orchestre et pianiste Christian Zacharias, son premier récital depuis octobre 2019. Ça vous a manqué de jouer? Au début, non. Je suis très franc parce que j'ai un super jardin. J'ai jamais fait du sabbatique. J'ai eu tout d'un coup la chance de voir mon jardin d'un jour à l'autre, suivre toute l'année. Parce que j'étais toujours parti. Et maintenant, je suis parti de nouveau. Juin, c'est en Angleterre et en Allemagne, c'est le meilleur mois. Bien sûr, les rosiers commencent, tout commence. Et maintenant, malheureusement, pour mon jardin, je ne serai pas là. Avec un programme bien choisi de variations, puis de sonates de Beethoven, Haydn et Schubert, Christian Zacharias a littéralement envoûté le public. Je suis content et le public a très très bien suivi. Ils étaient silencieux, c'était super. Ce qui est presque, comme je dis, plus fascinant, c'est s'il y a une certaine musique qui finit et qui dit « Non, vous pouvez même aller à la maison maintenant. Gardez ça, gardez cette fin. » La résonance d'une fin et pas essayer de... Bon, on applaudit et on est bien et après finalement j'ai aussi joué un bis. Mais aujourd'hui j'ai vu cette trace de gens qui hésitent, qui ne veulent pas détruire cette ambiance. À
de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de vendredi, Sandrine ? À la fin de semaine s'annonce belle. La journée de vendredi sera placée sous le signe du soleil. Quelques nuages par instant, mais sans menace. Mercure estival avec 17 et 25 degrés au meilleur de la journée. Demain, Émilie, nous fêterons les Barnabés. Merci Sandrine et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Je vous rappelle le principal titre de ce journal, l'assouplissement des mesures sanitaires en principauté et ce à partir de samedi. Retrouvez tous les détails sur nos réseaux sociaux. Ce journal est à présent terminé. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali du concert caritatif donné par l'Orchestre des Carabiniers du Prince. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Excellente soirée à tous.